rencontre ministérielle entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie se tiendra le 6 novembre prochain à Washington au sujet du barrage sur le Nil bleu, un projet au cœur des tensions entre les trois pays. Des Kenyans ont fui leur maison à la suite d'inondations dévastatrices. Ils expliquent que certains d'entre eux ont dû partir en Éthiopie. On en parle dans cette édition. Et puis en Guinée, les corps des manifestants récemment tués n'ont pas pour l'instant été restitués aux familles, alors que l'opposition comptait faire de leurs funérailles une nouvelle mobilisation contre le président Alpha Condé. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. L'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie ont du mal à s'entendre sur la construction du barrage électrique sur le Nil bleu. Les représentants des trois pays vont tenir une rencontre à Washington le mois prochain. En cause, les inquiétudes de l'Égypte relatives à l'exploitation du barrage sur le Nil bleu. Les détails. Une rencontre ministérielle entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie se tiendra le 6 novembre à Washington au sujet du barrage sur le Nil bleu, au cœur des tensions entre les trois pays, a annoncé mardi le chef de la diplomatie égyptienne. Ces pays se rencontreront aux États-Unis afin de sortir de l'impasse. Les négociations concernant le barrage de la Renaissance, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse avec son homologue allemand. L'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie se réuniront aux États-Unis le 6 novembre prochain en présence de représentants de l'administration américaine pour sortir de l'impasse dans les négociations en cours concernant le barrage Renaissance. Le principe de cette rencontre avait été déjà accepté par le Caire, mais sa date n'avait pas encore été connue. Le Caire craint que la construction du barrage, entamée en 2012 par l'Éthiopie, n'entraîne une réduction du débit du fleuve du Nil bleu, dont l'Égypte dépend à 90% pour son approvisionnement en eau. Début octobre, les négociations à Khartoum entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie avaient abouti à une impasse selon le Caire, alors que les pourparlers sont bloqués depuis 9 ans. L'Égypte cherche à obtenir une médiation internationale sur le barrage, censé devenir la plus grande centrale hydroélectrique d'Afrique, avec une production de 6000 MW. L'Éthiopie a annoncé que ce projet de 4 milliards de dollars devrait commencer à produire de l'électricité d'ici fin 2020 et serait complètement opérationnel d'ici 2022. En bref, au Niger, des hommes armés ont lancé une attaque meurtrière dans la nuit d'hier mardi à ce mercredi contre la base militaire de Blabrine au nord de Difa, une localité située dans le sud-est du pays frontalier du Nigeria où sévit le groupe djihadiste Boko Haram. Cet après-midi, la situation exacte était encore inconnue. Un haut fonctionnaire de Difa qui a confirmé cette attaque a déclaré qu'il y a eu des morts et du matériel militaire brûlé sans pouvoir toutefois donner davantage de précision. Cette attaque intervient alors que la région de Difa est actuellement confrontée à des inondations dues à une crue de la rivière Komadou-Gouyobe qui ont déjà fait près de 40 000 sinistrés. Et parlant d'inondations, elles sévissent également au Kenya où certains habitants ont fui leur maison à la suite des dégâts provoqués par des pluies torrentielles. Parmi les sinistrés, certains ont dû fuir en Éthiopie. La pluie était trop forte et toutes les vaches ont été tuées. Les gens ont quitté leur maison et sont partis en Éthiopie. Maintenant, la ville est déserte et même les écoliers sont tous partis. L'inondation a ruiné nos maisons et maintenant, nous n'avons plus d'endroit où rester. Nous ne pouvons que nous réfugier dans des endroits voisins. L'eau de l'inondation est entrée dans toutes nos maisons. Les gens ont migré et les animaux tels que les vaches, les chameaux et même les chèvres sont morts. Certains d'entre nous ont déménagé et vivent chez d'autres voisins dans les endroits secs. La Somalie est également confrontée à des inondations. Les dernières précipitations dans le pays ont occasionné la montée des eaux. On dénombre déjà plusieurs morts.
Depuis hier, nous travaillons sur des opérations de sauvetage. Nous avons réussi jusqu'à présent à retrouver les corps de 5 personnes. Grâce à Allah, nous avons fait de notre mieux et nous continuerons à chercher d'autres cadavres. Et pendant ce temps, au Cameroun, plusieurs personnes ont été tuées dans la nuit de lundi à mardi dans un glissement de terrain. Un drame qui a emporté une dizaine de maisons à Bafoussam, dans l'ouest du pays. Le bilan du glissement de terrain de Bafoussam dans la nuit du lundi à mardi s'est alourdi encore ce mercredi. De 14, il est passé à 47. Jusqu'à mardi après-midi, 40 corps sans vie ont été repêchés alors que les secours se poursuivent jusqu'à ce que tous les disparus soient retrouvés, a indiqué le gouverneur de l'Ouest, Augustine Nawa Fonka. Les femmes enceintes et les enfants sont parmi les victimes du drame. D'après le délégué régional des travaux publics pour l'Ouest, 4 engins supplémentaires ont été dépêchés sur le site pour accélérer les fouilles. Le drame s'est produit au quartier Ngouache à Bafoussam, situé à quelques 300 km au nord-ouest de Yaoundé. Un pan d'une colline sur laquelle étaient bâties des habitations précaires a été emporté à la suite de 2 jours consécutifs de pluies intenses et incessantes. Les fortes précipitations pourraient être à l'origine du drame. Il tombe depuis une semaine d'importantes pluies à Bafoussam et la journée de ce lundi a été particulièrement arrosée d'après les résidents locaux. Au total, 13 maisons ont été ensevelies sous les décombres. Mardi tard dans la nuit, le président camerounais Paul Biya a présenté sur son compte Twitter ses condoléances aux familles des victimes. En Angola, le Parlement a suspendu Velvetia dos Santos, l'une des filles de l'ex-président José Eduardo dos Santos, qui était députée depuis plus de 10 ans. Motif évoqué, absentéisme et enrichissement illégal. Pendant son règne de 38 ans, José Eduardo dos Santos avait placé des membres de sa famille à des postes politiques et économiques importants. Sa fille Velvetia dos Santos était députée depuis 2008. Moins connue que sa demi-sœur Isabelle, Velvetia dos Santos exerçait une influence dans les médias angolais et contrôlait une des grandes agences de publicité du pays. Elle avait émigré l'an dernier au Royaume-Uni, se disant menacée par les services secrets angolais sous le nouveau président João Lourenço. En Guinée, les autorités ont annoncé qu'elles ne pouvaient pour l'instant restituer aux familles les corps des manifestants tués récemment à Conakry. Cette mesure a été annoncée alors que l'opposition comptait faire de leurs funérailles une nouvelle occasion de défiler contre le président Alpha Condé. Le Front national pour la défense de la Constitution, qui mène un mouvement de contestation en Guinée depuis le 14 octobre dernier, avait annoncé que les funérailles des manifestants tués auraient lieu ce mercredi, appelant à une mobilisation pour leur rendre un dernier hommage. Mais mardi soir, quelques heures avant les obsèques prévues, le ministère de la Santé a indiqué dans un communiqué que les dépouilles ne pouvaient être remises aux proches parce que les autopsies étaient toujours en cours. Le ministère de la Santé s'est dit déterminé à élucider les causes exactes des décès et les autopsies serviront à l'identification des différentes responsabilités. L'opposition, les proches et des médecins disent que les manifestants ont été tués par les balles des policiers et des gendarmes. Mais de son côté, le président Alpha Condé affirme que ce sont les manifestants eux-mêmes qui tirent pour mettre les morts sur le dos du gouvernement. La Guinée est en proie à une intense contestation. Au moins 8 manifestants et un gendarme ont été tués, des dizaines blessés et des dizaines d'autres arrêtés et jugés. La protestation visait le projet prêté au président Alpha Condé de briguer sa propre succession en 2020 et de changer à cette fin la Constitution qui l'empêche de concourir à un 3e mandat. Les tensions actuelles font redouter une escalade dans le pays. La communauté internationale inquiète a appelé au dialogue et au respect des droits. Crise politique également en Guinée-Bissau. Lundi soir, le président José Mario Vaz a annoncé le limogeage du gouvernement, estimant qu'il y a une grave crise politique qui empêche le fonctionnement normal des institutions de la République. Une dissolution qualifiée d'illégale par la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Dans un communiqué publié ce mardi, la CEDEAO souligne que le gouvernement dissous le lundi par le président bissau-guinéen José Mario Vaz résulte d'une décision du sommet de l'organisation ouest-africaine tenu le 29 juin dernier. Ce sommet, précise la CEDEAO,
avait constaté l'expiration du mandat fin juin du président José Mario Vaz, l'absence d'un gouvernement légitime et un risque inhérent à un vide constitutionnel. Par conséquent, l'organisation sous-régionale ouest-africaine dénonce le caractère illégal du décret présidentiel. Toujours dans son communiqué, la CEDEAO réitère tout son soutien à l'équipe du Premier ministre limogé Arist Gomez et engage ce dernier à poursuivre les préparatifs des élections présidentielles du 24 novembre prochain. Elle fait remarquer qu'à 3 semaines du scrutin, rien ne justifie l'arrêt du processus électoral qui risque de prolonger encore plus le pays dans le chaos. Tous ceux qui, de quelque manière que ce soit, entraveront la poursuite harmonieuse du processus électoral s'exposeront à des sanctions, avertit la CEDEAO. Le gouvernement bissau-guinéen a été dissous par un décret du président José Mario Vaz le 28 octobre 2019. Au lendemain de la dissolution du gouvernement, le président José Mario Vaz a nommé l'ancien Premier ministre et ex-ministre des Affaires étrangères, Faustino Imbali, pour former le nouveau gouvernement. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.